parle IMO, l'émission 100% IMO de Sud Radio, c'est tout de suite. Bonjour Marquez Rafi. Bonjour Philippe David, bonjour à tous. Cette semaine, on pose la question, les agents immobiliers sont-ils tous pourris? Avec nous pour en parler, Stéphane Fritz, il est président du réseau Guy Auquel Immobilier, et Valérie Minassian qui a fait le détour par nos studios ce matin. Elle est gérante associée de l'agence immobilière Blooming Immobilier à Paris. 80%, c'est le chiffre de la semaine. À quoi il correspond? La réponse en quelques minutes avec Michel Leschneau, rédacteur en chef à Se Loger. Termites, Capricorne, attention danger, c'est le thème un peu ou très peu ragoûtant plutôt de Corinne Joly dans son coaching. Frédéric Fougera, directeur de la communication du groupe Foncia. Cette semaine, avec Fred, on verra s'il faut souscrire une assurance pour les parties communes de son immeuble. Mais tout de suite, c'est le journal de l'IMO. Sud Radio, on parle IMO, le journal. Avec gardienrecrute.com, le site de recrutement 100% gratuit dédié aux gardiens et employés d'immeubles. Et on démarre ce journal, Marc, avec l'épargne des ménages qui, avec 166 milliards d'euros, n'a jamais été aussi haut. Ah, c'est pas mal, oui. Ah. Eh bien, un quart des Français déclarent avoir effectivement davantage épargné depuis un an, selon un sondage IFOP. Parmi ces ménages, ils sont 28% à citer l'immobilier en premier lorsqu'on leur demande qu'est-ce qu'ils feraient de ce surplus d'épargne. L'achat d'une voiture ou les voyages viennent ensuite avec respectivement 23 et 22%. C'est sûr que depuis un an, ils n'ont pas dépensé beaucoup de restaurants, de cafés ou de cinéma, comme tout est fermé ou presque. Exactement. On poursuit Marc avec un homme accusé d'avoir étouffé une femme de 92 ans dans un EHPAD, un drame lié à une vente en viager. Et c'est un ancien pompier de 62 ans qui est soupçonné d'avoir étouffé une vieille dame de 92 ans avec une madeleine enfoncée dans sa bouche, dans sa chambre d'une EHPAD. L'ancien pompier avait acquis la maison de la nonagénaire en viager en 1995. Il lui versait depuis une rente mensuelle de 560 € par mois. Effectivement. L'histoire de la semaine, elle nous amène à Rouen ce matin, à Rouen, en Seine-Maritime, où les habitants d'un écoquartier vivent un véritable enfer énergétique. Oui, c'est peu de le dire, Marc. Imaginez-vous vivre dans un écoquartier neuf, dans un havre de verdure, dans des logements écologiques. Le rêve, me diriez-vous. Eh bien, détrompez-vous, c'est même la douche froide pour ces habitants qui n'auront jamais payé autant de factures d'eau et d'électricité. En moyenne, tenez-vous bien, 310 € par mois et certains habitants jusqu'à pratiquement 400 € pour pouvoir se chauffer raisonnablement ou prendre une douche. À l'origine, les habitants de cet écoquartier avaient reçu la promesse que les charges ne dépasseraient pas 70 € par mois. Il y a quand même un gros delta. Le problème serait dû à un défaut dans le réseau de chaleur installé en 2012. La mairie de Rouen a promis un audit d'ici la semaine prochaine et promet de rembourser les trop perçus des habitants lésés. Pour eux, on peut dire que c'est vraiment la douche froide. Et en tout cas, c'est tout le mal qu'on leur souhaite à ces habitants. Merci Philippe, tout de suite, le Mac de la semaine. Guy Auquet, réseau de franchise immobilière présente Sud Radio, le Mac de l'IMO, décryptage et tendance de l'immobilier. Et dans le Mac de la semaine, on se demande si les agents immobiliers sont vraiment tous pourris, mon cher Marc. Et on va poser la question à Stéphane Fritz. Il est président du réseau Guy Auquel Immobilier. Bonjour Stéphane. Et bonjour Marc, bonjour à toutes et tous. Bonjour. Et à Valérie Minassian, qu'on connaît bien ici, un Schwarza pour les intimes. Gérante associée de l'agence Blooming Immobilier, c'est à Villaines-sur-Seine, dans les Yvelines. Bonjour Valérie Minassian également. Bonjour Marc. Alors Stéphane, il y a quelques semaines, un sondage Harris Interactive pour l'agence en ligne IMOP nous apprenait que seulement 53% des Français estimaient que les agents immobiliers étaient honnêtes. Ça vous inspire quoi ? Alors déjà pour démarrer, vous venez de le préciser, c'est une agence en ligne qui est mandate Harris, on sait ce que valent les sondages. Et moi ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que la part des pros elle est grandissante depuis près de 20 ans déjà, pour atteindre l'an dernier près de 68%. C'est le signe 1 que les Français, dans une transaction de plus en plus réglementée, font de plus en plus confiance à des tiers et notamment aux professionnels. Cependant, j'écarte pas l'image de l'agent immobilier qui forcément est assez dégradée et on le sait. Aujourd'hui, elle existe, cette mauvaise image, et elle est à mon sens, surtout dû aux bons et aux mauvais agents immobiliers. Et il est vrai qu'aujourd'hui, avec les nouveaux modèles qui viennent d'arriver notamment, les mauvais sont assez légion dans ce métier-là, et c'est tout notre travail de faire la preuve que des bons existent. Et quand on a un bon agent immobilier, en règle générale, on le garde et on le recommande.
Valérie Minassian, ça dit quoi cette défiance à l'égard des agents immobiliers ? Alors tout d'abord, comme on parle de professionnels, j'insiste bien sur la différence entre un agent immobilier qui a une autorisation préfectorale, enfin normalement maintenant de la Chambre du commerce pour exercer, puisqu'il faut quand même un certain nombre de compétences requises, expérience professionnelle validée ou diplôme validant, et de ceux qui travaillent sous la carte d'un agent immobilier et qui n'ont pas toutes ces compétences. J'insiste bien parce que de façon éthique, ça me pose un problème quand même qu'il y ait un amalgame qui soit utilisé globalement de manière récurrente pour pouvoir, je dirais, un peu fourvoyer les clients. Il faut appeler un chat un chat. Donc effectivement, la défiance, parce que les confrères ont trop tiré sur la corde à une période, des menaces qui ont été faites pour obtenir des mandats, ou alors des honoraires douteux ou trop importants, des mauvais investissements et une réelle incompétence qui a été effectivement mise en lumière pendant un certain temps. Du coup, on est aujourd'hui dans la ligne de mire de la réglementation et on a hérité de toute cette nouvelle réglementation qui est très très lourde et très coûteuse parce que maintenant, il y a des formations qui sont devenues obligatoires qui n'étaient pas le cas avant. Donc en fait, on est en train de purger, je dirais, la profession. Voilà. Mais ça veut dire quoi, Valérie, que les agents sont pourris finalement ou... Non, mais c'est parce que c'est devenu la tarte à la crème. En fait, l'immobilier, tout le monde croit pouvoir en faire, alors qu'en fait, il y a des vraies compétences qui sont réelles pour ce métier, une psychologie. Vous parlez de qui précisément ? Il y a des mandataires, par exemple, qui sont aujourd'hui un nouveau modèle de la profession et qui, effectivement, savent pas rédiger des annonces, prennent des photos qui ne sont pas des photos et se prétendent agents immobiliers alors qu'ils ne le sont pas. Agent immobilier, c'est déjà un métier qui demande une compétence juridique réelle, une psychologie d'accompagnement au niveau des clients. Et c'est vrai qu'être agent immobilier, c'est pas vendre une maison, c'est pas que du pur résidentiel. On se rend compte qu'effectivement, il y a une réelle incompétence dès lors qu'on sort du schéma classique de vente de maison. Je suis désolée, vendre une maison et faire des visites, pour moi, c'est pas être un agent immobilier. Dès lors qu'on parle de foncier, d'estimation et de biens atypiques, là, effectivement, on est un professionnel de l'immobilier digne de ce nom. Oui, voilà. On la voit, je vois ça, elle est partie là ce matin. Stéphane Fritz, allez, à écouter Valérie Minassian, il y a encore du boulot pour assurer les Français. Oui, évidemment qu'il y a un peu de boulot. Il y a toujours du travail aujourd'hui. Maintenant, s'agissant d'une commission un peu trop chère ou petit arrangement dont vous parliez, dans les réseaux, déjà, les agences sont extrêmement contrôlées régulièrement par des audits, sanctionnées si besoin. Et on a la chance en France aujourd'hui que ce métier soit régi par la loi Hoguet qui protège le consommateur et oblige le professionnel. Et s'agissant d'une commission trop chère, je crois que personne ne va me contredire, il y a trop d'agences immobilières en France, il y a trop d'agents immobiliers en France. La concurrence, elle se fait de facto et donc la commission, elle est jamais trop chère, elle est souvent adaptée parce que la commission, elle se fait de facto. Et je le rappelle quand même juste entre nous que ce métier, c'est un métier qui est payé au résultat. Au résultat, l'agent immobilier n'est payé qu'une fois que l'acheteur et le vendeur ont réussi leur projet. Alors Valérie, concrètement, qu'est-ce qui ne va pas et comment on fait pour rassurer les Français Comment on fait déjà, on travaille par recommandation le plus possible. On se constitue un réseau qui est solide. On n'est pas des marchands de tapis. On ne va pas harceler les clients au téléphone, sur des annonces qui sont destinées à des sites de particuliers, par exemple. Donc ça veut dire que, on a une personnalité et une façon de s'exprimer et de se présenter qui fait qu'effectivement, et par recommandation, le client nous fera confiance parce qu'on sera capable de pouvoir le comprendre. On n'insiste pas lourdement, on est capable d'être objectif et surtout de défendre les intérêts de ses clients. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, qu'on arrive à être un agent immobilier qui se fait une réputation. Et une bonne réputation. Stéphane, comment on garantit le sérieux et la probité des agents immobiliers ? La probité, il y a la loi, on vient de le dire, il y a la loi Hoguet, puis donc normalement la probité elle est garantie. Après, moi je peux pas garantir, on n'a pas le droit de voler en France, pourtant il y a des cambrioleurs qui sont en prison, donc celui qui vole, il va en prison. En revanche, sur le sérieux, je rejoins ce que dit Valérie, la formation, c'est le leitmotiv chez nous, chez Guy Hockey. La formation, on a, je crois, aujourd'hui dispensé 12 000 jours de formation l'an dernier, 8 000 heures en distanciel sur le Covid, mais sur la discrimination, on parle aujourd'hui de déontologie, mais on a fait aussi du théâtre, on parlait d'être, justement, de savoir se présenter, mais aussi de la réglementation, du commerce, du juridique, du digital. Donc c'est par la formation qu'aujourd'hui passeront l'évolution de ce métier. Rapidement, Valérie, des agents immobiliers qui font bien leur boulot, ça existe ? Mais évidemment que ça existe, la preuve en est que je suis là et que toute mon équipe travaille très bien aussi et qu'il y a d'autres confrères qui travaillent très bien. Voilà. Et les bons travaillent. Et moi je dirais même plus, les mauvais aujourd'hui travaillent pour les bons. Ah, bien ça. Stéphane Fritz, un commentaire ?
Un commentaire, Je dirais même d'accord plus. avec ce que dit. plus, tout, mais mieux. Non, un commentaire, c'est la vraie bataille, elle n'est pas les modèles économiques. On a la chance en France d'avoir l'intégralité des modèles économiques aujourd'hui, c'est les bons ou les mauvais. Ou les bons ou les mauvais. C'est ça le sujet. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec Valérie et Stéphane, on connaissait le groupe Chanson plus bifluoré. Là, c'est Agent Immobilier plus trifluoré. Merci en tout cas à tous les deux. Merci beaucoup Stéphane Fritz, président du réseau Geocat, Merci à vous. Bye bye. était avec nous ce matin. Merci Valérie Minassian, vous restez avec nous, vous êtes en studio avec nous. Gérante associée de l'agence immobilière Blooming Immobilier. À très vite. Bonjour Michel Leschneau. Bonjour camarades, comment ça va? Ça va super bien et vous-même ça va bon, a priori ça a l'air d'aller loin. Rédacteur en chef à Se Loger avec vous, on découvre le chiffre de la semaine, 80%. À quoi ça correspond? Eh bien, 80%, c'est la proportion de futurs investisseurs qui déclarent vouloir prospecter près de chez eux. Et oui, Marc, selon une étude Se Loger, pour 8 porteurs d'un projet d'investissement locatif sur 10, l'attachement territorial, ça compte. Donc, investir près de chez soi, c'est la clé d'un investissement réussi. Eh bien, tout à fait, Marc. C'est même un réflexe naturel chez les investisseurs, surtout quand on achète pour la première fois un logement dans le but de le proposer à la location. Et pourquoi donc, Michel ? Eh ben, parce qu'en investissant à proximité de chez soi, on joue en quelque sorte à domicile. On connaît sa ville, on connaît les quartiers qui attirent et ceux à éviter. On sait où sont les commerces et les transports. Bref, on reste dans sa zone de confort. Doit-on pour autant se cantonner, à investir près de chez soi ? Eh bien non, Marc. Si votre marché local est peu porteur, n'hésitez pas à investir loin de chez vous. Vous pourrez alors profiter d'un meilleur rendement locatif. D'autant plus qu'il existe des solutions pour gérer votre logement à distance, notamment en confiant la gestion locative à une agence immobilière. Donc, Michel, votre conseil aux auditeurs de Sud Radio, c'est d'investir dans la pierre locative près de chez eux. Et vous avez tout compris, Marc. Mais encore faut-il connaître son quartier. À ce propos, Marc, votre femme m'a dit que vous ne connaissiez absolument pas votre quartier. Vu que vous ne faites jamais vos courses et que vous ne prenez pratiquement plus les transports en commun. La dernière fois que vous avez pris le métro, je suis sûr qu'il y avait encore une première et une seconde classe. D'ailleurs, à ce sujet, Philippe, vous vous souvenez de la fois, du jour où ça s'est passé, la fin de la première classe ? 30 ans, je crois, à peu près. Eh bien, c'était le 30 juillet 1991. Les wagons étaient jaunes dans les rames récentes et rouges dans les vieilles rames Sprague. Et voilà. Et on pouvait, pour ceux qui fument, on pouvait encore y fumer. Oui. Mais alors, je vais vous dire, nous, on parle même pas de première classe, dont on parle IMO, on n'a que de la premium. La premium et de la classe affaires. La business, là. La business. Ouais. Merci, Michel Leschneau. À la semaine prochaine. Et voilà, écoutez, si on faisait une petite... on fait une petite pause en business class, on se retrouve dans quelques instants. On parle IMO, le rendez-vous IMO de Sud Radio, on vous retrouve Marc avec Corinne Joly, alias Ramba. Bonjour Corinne Joly. Bonjour. Bon Corinne, on s'intéresse ce matin à des parasites qui peuvent causer d'importants dégâts dans nos maisons. Effectivement, vous m'avez dit une émission sur les parasites, alors moi je me suis penchée sur les insectes. Voilà, et je me suis dit qu'on allait parler des insectes xylophages, c'est-à-dire ceux qui mangent le bois, termites, capricornes ou vrillettes. Voilà, c'est les principaux insectes qu'on connaît et qui parfois vraiment foutent en l'air des habitations. Et c'est ce qui a conduit les pouvoirs publics à rendre obligatoire dans certaines zones un diagnostic pour être informé de la situation lorsqu'on achète un bien immobilier. Ouais, mais Corinne, le diagnostic termite, il n'est pas obligatoire partout en France ? Non, contrairement aux autres diagnostics comme le plomb ou l'amiante par exemple, qui sont obligatoires sur tout le territoire dès lors que l'année de construction du logement est concernée, le diagnostic termite, alors il s'appelle comme ça mais en vrai ça comprend tous les insectes dont j'ai parlé là, heureusement, il est obligatoire que dans certaines zones, en fait à partir d'une carte de suivi des infestations dans toute la France, les préfets prennent des arrêtés qui obligent ou non à faire ce diagnostic et c'est même encore plus subtil puisque selon les départements il peut y avoir des communes concernées et d'autres non. Alors justement c'est quoi ces zones concernées ? En gros, il y a une moitié de la France qui est concernée par ce diagnostic. Beaucoup de départements sont situés dans le quart sud-ouest. Il faut dire qu'on estime que la présence des termites en France a été favorisée par l'importation des bois tropicaux dans le port de Bordeaux, donc tout par de là. Et avec la proximité de la forêt des Landes, il y a vite eu un déploiement parce que ces insectes se sont installés. Donc en gros, il faut tracer une ligne qui va de Nantes à Marseille et tous les départements qui sont en dessous sont concernés.
Au-dessus, il y a moins de départements, mais il y a quand même des exceptions. Les 2 départements, en Ile-de-France, Paris est concerné, les Hauts-de-Seine et le Val-d'Oise aussi. Il y a la Corse aussi qui est concernée. Mais attention, il faut toujours se renseigner parce que c'est des cartes qui peuvent évoluer. Si les insectes bougent, les cartes bougent. Du coup, Corinne, comment on fait lors du diagnostic pour savoir s'il y a des termites ? Alors, le travail du diagnostiqueur, ça consiste à poinçonner les éléments en bois de l'habitation qui sont accessibles pour voir si c'est endommagé par des termites ou par d'autres insectes. Alors, ça peut se caractériser, la présence de termites, par des petites galeries charmantes de la... Voilà. C'est dit de manière tellement poétique. Voilà, là, c'est pas bon signe, hein, les galeries dans le bois. Et ça peut être aussi de la pourriture cubique, ça aussi c'est charmant. Voilà, c'est une espèce de poussière de bois, ça n'a pas bon signe non plus. Voilà, donc c'est un diagnostic qui est exigé pour la vente, qui permet de dire s'il y a eu des traces. Mais des fois, on ne sait pas si les insectes sont toujours en activité. Pour ça, il faudrait utiliser, et oui, pour ça, il faudrait utiliser d'autres méthodes plus complexes. Par exemple, la méthode par détection acoustique, qui combine des stéthoscopes et des enregistreurs pour créer une bande sonore du bruit des insectes. Non, c'est vraiment, on se croirait dans un documentaire animalier. Oui. Et alors, le mieux, ma méthode préférée à moi, c'est l'utilisation du beagle. C'est un chien qui a un flair redoutable et qui, après un dressage spécifique, peut détecter les insectes. C'est très répandu aux États-Unis et au Japon. C'est plus rare en Europe, mais moi, je l'aime bien parce que c'est le chien de Snoopy. Donc Effectivement. C'est le nouvel album Snoopy cherche les termites. Cette histoire de beagle. Mais on a parlé des termites et des autres insectes xylophages. C'est quoi justement ces insectes xylophages ? On peut citer les charançons, qui aiment bien les bois humides, la petite vrillette, qui est sans doute l'espèce la plus répandue et qui peut s'attaquer à tout type de bois, pas très exigeante, la vrillette. Il y a on les la trouve capricornes. surtout au Mans, la vrillette, non? La vrillette. Voilà, il y a les capricornes qui ne s'intéressent qu'aux bois de résineux, les pins, les sapins ou les épicéas. Et puis, il y a aussi le lictus brun qui apprécie la sûre et qu'on trouve peu quand même dans les habitations. Alors vous avez prévenu, hein, c'est vraiment un coaching peu ragoûtant aujourd'hui. Et on va continuer sur notre lancée puisqu'on va parler de la mérule. Alors, il y a aussi la mérule. Alors, la mérule, c'est pas un insecte, c'est un champignon, mais c'est dégueulasse quand même. Voilà, le résultat est le même. Non, la mérule, ça fait des ravages et comme en plus c'est un champignon, ça, c'est presque encore pire parce que ça peut se propager à travers des murs en pierre pour atteindre son milieu de prédilection, les bois humides. Et donc, les dégâts peuvent là aussi être atroces avec des combles entiers qui menacent de s'effondrer. Ouais, c'est une émission vraiment horrible hein, ce matin. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, moi, ce matin? Corinne, en dehors de l'achat-vente, on peut aussi faire un diagnostic si on a un doute. Si vous avez un doute, si vous êtes tombé par exemple sur des galeries, de la pourriture ou de la sueur à des endroits inappropriés, effectivement, je vous recommande carrément de faire un diagnostic. Il faut vous adresser à un professionnel spécialisé. L'idéal, c'est de s'adresser à une entreprise certifiée par le CTBA, Centre technique du bois et de l'ameublement, dont vous trouverez facilement les coordonnées sur Internet. Alors, du coup, comment on résout le problème? En écoutant Corinne Joly. Le plus courant, c'est les traitements chimiques, qu'il s'agisse d'insectes ou de champignons. Voilà. Il y a aussi le traitement par air chaud qui consiste à faire monter la température dans l'ensemble d'un logement à plus de 50 degrés. Bon, bref, il s'agit de cramer tout ce beau monde. Voilà. C'est bon, évidemment, à chaque fois, il faut partir pendant le temps de l'intervention. Bon, ça, c'est pour la partie curative. Pour le préventif, il faut bien penser que la grosse source de risque, c'est le bois de chauffage. C'est souvent comme ça que les insectes gagnent les intérieurs. Donc attention, quand vous achetez du bois de chauffage, aujourd'hui, il y a du bois de chauffage qui est garanti sans insectes. Merci. Voilà, donc je vous recommande peut-être ça. Et puis, dernier détail, si vous avez connaissance d'une infestation avérée, vous avez l'obligation d'en informer votre mairie sous peine d'une amende de 1 500 € parce que justement, c'est comme ça que les mairies mettent les cartes à jour et obligent vos voisins ensuite à faire des diagnostics. Et sinon, on peut aussi appeler Corinne Joly, Ramba, avec son lancement. J'adore aller cramer les termites chez les gens. Je sais pas quelle mouche a piqué. Je sais pas quelle mouche a piqué Marquez Ratti. Merci beaucoup, Corinne Joly. On rappelle à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent aussi bénéficier de conseils en prenant rendez-vous sur PAP.fr avec un coach immobilier. En parlant de coach immobilier, on en a une avec nous ce matin. C'est Sandrine Sénéchal, coach immobilier chez PAP en Loire-Atlantique. Bonjour Sandrine. Bonjour Sandrine.
A priori, on a un problème de liaison avec Nantes, mais on va y arriver, mon cher Marc. Oui. Donc, du coup, on l'a retrouvée, manifestement, on a l'image. Bonjour Sandrine Sénéchal. Bonjour à tous, bonjour. Alors, vous avez un bien coup de cœur à nous présenter ce matin, on vous écoute. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une maison qui se situe donc à 10 minutes d'Ancenis et à seulement 1h30 de Paris. C'est une maison spacieuse de 250 mètres carrés qui propose des belles prestations, notamment une piscine, un jacuzzi, 5 belles chambres, dont 2 suites parentales avec salle de bain, balnéothérapie à ozone et surtout dans la cuisine, il y a aussi un vrai piano à fonte haut de gamme. Et sur les images de ce bien, j'ai vu qu'il y avait une terrasse également. Oui, tout à fait. Il y a une grande terrasse entre la maison et la piscine. Et ce qui est plutôt agréable, c'est qu'on a des chambres avec balcon qui donnent sur cette terrasse et cette piscine. D'accord. À quel prix cette maison ? Elle est affichée au prix de 465 000 €, ce qui représente 1 860 € du mètre carré. C'est très abordable. C'est abordable et puis à mon avis, c'est une maison qui peut aussi se louer facilement en location saisonnière puisqu'elle peut accueillir 10 à 12 personnes. Et ce sont des biens quand même, il faut savoir, actuellement très recherchés pour passer des vacances à plusieurs familles par exemple. Merci beaucoup Sandrine Sénéchal, coach immobilier chez PAP en Loire-Atlantique. Moi, le jacuzzi, la piscine, la terrasse, la balnéo, tout ça, ça m'a entièrement convaincu. On rappelle également que les images de ce super bien, on va le retrouver sur les réseaux sociaux de Sud Radio, qu'on peut également appeler notre standard au 0826 300 300 pour en savoir plus. Tout de suite, le 48 secondes. Sud Radio, on parle IMO, les 48 secondes. Avec Efficity by Foncia, pour vous donner les clés de l'immobilier en toute sérénité. Bonjour Frédéric Fougera, directeur de la communication du groupe Foncia. Frédéric, faut-il souscrire une assurance pour les parties communes de mon immeuble ? Bonjour Marc. Les parties communes d'un immeuble en copropriété sont couvertes par 2 types d'assurances. L'assurance de la copropriété qui couvre les sinistres émanant des parties communes et les assurances habitation de chaque copropriétaire qui, elles, couvrent les dommages provenant de leur logement. Le règlement de la copropriété rend ces assurances obligatoires. Le syndic qui gère l'immeuble a l'obligation de souscrire une assurance responsabilité civile pour le compte de la copropriété. Il peut même, en cas de nécessité, souscrire le contrat sans mandat de l'Assemblée générale des copropriétaires. De leur côté, chaque copropriétaire, qu'il soit occupant ou non de son logement, doit l'assurer à minima en responsabilité civile. Cette assurance permet de couvrir le copropriétaire lorsqu'un sinistre, comme un dégât des eaux, prend naissance dans son logement et qu'il a causé des dommages à des voisins ou à des parties communes de l'immeuble. Ainsi, en cas de dommages causés par un sinistre ayant démarré dans une partie privative de l'immeuble, c'est le copropriétaire du logement concerné qui doit faire une déclaration à son assurance. En revanche, son assurance ne fonctionnera pas si le sinistre a démarré dans une des parties communes. C'est alors l'assurance prise par le syndic de copropriété qui prend le relais. Voilà Marc, vous savez désormais comment fonctionnent les assurances pour les parties communes d'un immeuble de copropriété. Merci Frédéric Fougera, on vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine et on rappelle que cette chronique on peut la retrouver sur la playlist Efficity by Foncia sur la chaîne de YouTube de Foncia et également dans le nouvel ouvrage Copropriété 50 questions essentielles paru aux éditions Bréal by Studirama. En parle IMO, c'est terminé pour aujourd'hui. La semaine prochaine, Philippe, on va s'intéresser aux îles. Ah oui. Et on se demandera si est-ce que c'est vraiment réservé qu'aux riches ou est-ce que nous, par exemple, on pourrait s'offrir une petite île. Pourquoi pas, tiens, l'île dont parle IMO. On en parlera avec notre ami Christophe Dupont-Avis, qui est directeur général d'Efficity. Et d'ici là, je vous souhaite un très bon week-end. Et tout de suite, on retrouve qui Natacha arrive aux animaux. Avec PAP, site immobilier de particulier à particulier.